Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est au Merci à siège vous. de la France Insoumise. Vous êtes directeur des campagnes de la France Insoumise. On a vu tous les images hier soir de la perquisition au domicile de Jean-Luc Mélenchon, comme celle du parti de gauche ou celle du siège ici de la France Insoumise. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? On a vu les militants, on a vu les élus complètement sonnés par ce qui s'est passé hier. D'ailleurs, il y a eu des blessés. On est abasourdis, révoltés. On a bien conscience que c'est une opération politique qui vise à nous intimider et on n'est pas prêt à baisser les yeux et on ne se laissera pas faire. Ça a été une opération qui était une opération disproportionnée, complètement disproportionnée. Il y avait eu plus de 100 policiers mobilisés, 11 points de perquisition. La dernière fois qu'une opération de cette envergure a eu lieu, c'est pour un coup de filet antiterroriste. On n'est pas des terroristes, on est des militants sincères qui défendent leurs idées. Effectivement, ça a été aussi des opérations brutales. Ici, au siège de la France Insoumise, il y a 4 personnes qui ont fait constater des blessures qui ont des certificats médicaux et qui vont donner lieu d'ailleurs à une plainte pour des violences des policiers sur le lieu de la perquisition. Vous allez déposer plainte? Oui, on va déposer plainte auprès du procureur de la République, auprès aussi en mettant en copie l'IGPN, la police des polices, parce qu'on n'accepte pas d'être soumis à un régime qui est un régime de violence comme ça a été le cas ici. Il y a le sentiment d'une justice à deux vitesses. Il s'agit notamment d'une affaire sur les comptes de campagne de la France Insoumise qui ont pourtant été validés par la Commission sans irrégularité, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Oui, effectivement, c'est ce qui est particulièrement révoltant. Nous, on a dit, nos comptes de campagne ont été validés. 2, que s'il y avait des difficultés, on était prêt, mais il fallait que l'ensemble des comptes de campagne soient réexaminés. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon déjà au mois de juin dernier. On a dit également hier qu'on allait publier l'ensemble des documents des comptes de campagne pour que les citoyennes et les citoyens puissent se faire une idée. Nous, on n'a rien à se reprocher. On a fait une campagne avec les moyens qui étaient les nôtres. On a fait attention à prendre en compte des difficultés qui sont que la frontière entre ce qui rentre dans les comptes de campagne et ce qui ne rentre pas dans les comptes de campagne n'est pas toujours très claire. Et donc, le choix qu'on a fait après discussion avec la commission, c'est de mettre l'ensemble des documents dans les comptes de campagne pour qu'elle-même puisse dire ça doit rentrer dedans, ça doit ne pas rentrer dedans. C'est ce qu'on fait toujours. Je vous donne un exemple. Il y a une convention de la France Insoumise à Lille en octobre 2016 où on valide le programme. Nous, on met l'ensemble des frais d'organisation de la convention dans les comptes de campagne. La commission nous dit non, il n'y a que la moitié qui doit rentrer dedans. On dit pas de problème, on est d'accord. Donc après qu'on nous accuse de surfacturation, franchement, est scandaleux, révoltant. On n'a rien à se reprocher. On a fait une campagne de manière extrêmement honnête, claire, sincère. Et je trouve qu'il y a effectivement une justice à deux vitesses. Monsieur Castaner, à ma connaissance, n'a pas été perquisitionné à son domicile à 7h du matin. L'ensemble des permanents de la République En Marche n'ont pas été dérangés avec leurs enfants, leurs familles, le matin, sans qu'ils soient prévenus à l'avance. Et quand on va perquisitionner chez Monsieur Benalla, on va la veille, il y a un petit truc qui lui dit qu'il ne peut pas rentrer, on revient le lendemain, le temps qu'il ait le temps de vider les coffres forts. Donc il y a clairement une justice à deux vitesses. Alors Jean-Luc Mélenchon ne dénonce pas la perquisition en elle-même, il a dénoncé la procédure judiciaire. On est dans le cadre d'une enquête préliminaire pour le moment. Qu'est-ce qui ne va pas dans la procédure selon vous? Vous parlez de réforme nécessaire de la Constitution. En tout cas, il y a 2 éléments qui ont donné lieu à ces perquisitions. Le premier élément, c'est l'élément lié à ce qu'ils appellent l'affaire des assistants parlementaires. Cette affaire, soi-disant, c'est une dénonciation qui a eu lieu il y a 18 mois par Sophie Montel, qui est une élue d'extrême droite, qui elle-même a dit « je fais ça pour faire une provocation médiatique ». Nous, sur la base de ça, on a pris contact avec les autorités judiciaires depuis plusieurs mois. On leur a dit « s'il y a besoin de vous transmettre des éléments, on vous transmet des éléments ». On n'a eu aucune réponse et on se retrouve confronté à un système de perquisition avec 11 perquisitions avec la brutalité que j'ai décrite. Des téléphones pris, des ordinateurs pris, des agendas qui sont... Y compris, bien sûr qu'on ne dénonce pas le principe de la perquisition, mais par contre la perquisition qui a eu lieu ici dans ces locaux est entachée d'un certain nombre de vices de procédure. Quand dans une perquisition, vous avez le droit d'assister aux opérations de perquisition. Moi, ici, en tant que responsable administratif, je n'ai pas pu assister à l'ensemble des opérations de la perquisition. Dans une perquisition, à la fin, s'il y a des documents qui sont avec lesquels la police repart, ça doit être consigné dans un procès verbal. On doit vous dire tel élément a été pris. Ça vise à garantir que, par exemple, ils ne puissent pas rajouter des éléments ou prendre des éléments qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Je n'ai pas connaissance. Aujourd'hui, je ne sais pas si la police est repartie ou pas avec des documents. Peut-être qu'elle est repartie avec des fichiers, peut-être qu'elle est repartie avec des éléments d'agenda que la police et le ministère de l'Intérieur n'ont pas à avoir entre leurs mains. Je crois que c'est le respect des oppositions, des droits de l'opposition démocratique dans ce pays. Donc c'est une procédure que je considère est une procédure qui n'est pas raisonnable, régulière,
Et aujourd'hui, on nous dit vous avez réagi avec vigueur. Bien sûr qu'on a réagi avec vigueur. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux et celles qui dénoncent la violence, y compris parmi les journalistes qui ont dénoncé la violence de Jean-Luc Mélenchon? Je pense que la violence, en réalité, était la violence de la procédure. Quand vous avez 11 personnes qui ne sont pas prévenues à l'avance et que vous êtes réveillés par des coups de poing sur la porte, que vous êtes pour certains avec les femmes, les enfants en bas âge qui sont là, qui se font déranger le matin, c'est extrêmement violent. Quand vous avez 4 personnes, je le disais tout à l'heure, qui se font violenter, molester par la police, c'est extrêmement violent. Pourquoi les députés de la France Insoumise ont décidé de rentrer dans les lieux parce qu'on les empêchait de le faire d'abord, et notamment on empêchait à Bernard Pignerol, qui est le président de l'association L'Air du Peuple, de pénétrer dans les lieux ici, alors que la perquisition concernait aussi L'Air du Peuple. Donc c'était dans son bon droit de pouvoir rentrer. Donc la violence, elle était du côté de la procédure, la violence, elle était du côté de cette opération complètement disproportionnée, de ce déploiement, encore une fois, qui ressemble plus à un coup de filet antiterroriste. Dans les commentaires qu'on a pu entendre dans ceux qu'on entend depuis hier soir, en tout cas, nombreux sont ceux à insister sur le soutien du Rassemblement national à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon, comme pour associer Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il y a encore de la manipulation, il y a on profite de ce moment-là aussi pour rappeler une... Écoutez, de toute façon, Emmanuel Macron a joué carte sur table. Il a dit pour les prochaines élections européennes, on va vouloir construire le clivage entre d'un côté les progressistes dont il serait le leader, il faudrait voir en quoi sa politique est progressiste d'ailleurs, et tous les autres finalement. Donc ça participe, je crois, de la même. Et pourquoi avoir focalisé sur le Front National? Parce que j'ai lu que Pierre Laurent, Benoît Hamon, Besancenot, tout le monde vous a soutenu hier, enfin en tout cas a soutenu... C'est clair qu'il y a une opération médiatique qui vise à nous discréditer, à nous rapprocher du Front National, c'est pas nouveau. Mais moi je tiens ici à profiter de ce micro pour remercier celles et ceux qui ont adressé leur message de soutien. Il y a eu beaucoup d'insoumis partout en France, certains ont fait des rassemblements, des responsables effectivement politiques, et je les remercie, des responsables internationaux aussi, Pablo Iglesias, Katharina Martins, des amis en Labour en Angleterre, etc. Et je veux les remercier parce que c'est des messages qui nous ont fait chaud au cœur dans un moment qui n'a pas été un moment facile. Alors hier c'était aussi un moment politique. Hier le président de la République a intervenu une dizaine de minutes pour s'adresser aux Français dans un message préenregistré. Comment vous avez ressenti, comment vous avez analysé cette intervention? Moi j'ai eu le sentiment que j'avais envie de dire tout ça pour ça finalement. 15 jours d'attente pour un remaniement gouvernemental dont d'ailleurs il n'a pas dit un mot, pour finalement avoir quelques réorganisations au sein du gouvernement et puis quelques débauchages individuels supplémentaires. Je pense que ce n'est pas en mesure de répondre à la crise de confiance auquel est confronté aujourd'hui le gouvernement. Hier, il disait c'est un nouveau souffle. Moi, j'ai plutôt l'impression de voir là un pouvoir à bout de souffle. Et qui est incapable de changer de politique et de comprendre que la politique qui est mise en place aujourd'hui, elle nous mène dans le mur. On a l'impression qu'on est face au mur et qu'au lieu de changer, de tourner avec le volant, on continue à appuyer sur l'accélérateur. Quand il dit « je vous mentirai » et quand il dit aux Français « je vous mentirai si nous pouvons aisément faire que chacun d'entre vous ait demain plus d'argent ou soit plus heureux », c'est un sentiment, c'est un aveu d'impuissance. La politique ne peut pas changer concrètement la vie. Non, je ne crois pas que la politique ne puisse pas. C'est la preuve qu'il fait des choix. Et ces choix, c'est pas le choix de faire une politique en faveur du plus grand nombre, c'est le choix de faire une politique en faveur d'une petite minorité qui s'est beaucoup enrichie depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Vous savez que par exemple, il a supprimé l'impôt sur la fortune, et à ce moment-là, il n'a pas dit je ne peux pas faire en sorte que les plus riches d'entre nous profitent de ma politique. Donc vous voyez bien que c'est une politique qui est clairement en faveur d'une partie de la population. Vous savez, le président de la République, de toute façon, j'ai envie de dire tout ça pour ça aussi, parce qu'il avait annoncé la couleur, il avait dit, de toute façon, on ne changera pas de politique. Et donc finalement, il ne reste qu'une seule solution, c'est de changer de président de la République. De ce point de vue-là, je pense que les élections qui vont arriver l'année prochaine, les élections européennes, elles vont être importantes. Bien sûr, c'est des élections européennes, mais elles sont l'occasion d'envoyer un message national, et un message clair, qui est un message de rejet de la politique gouvernementale. Moi, je veux dire à celles et ceux ici qui sont inquiets, qui sont en colère, face à la politique gouvernementale, qu'ils auront l'opportunité de s'exprimer, que si on bat très sévèrement, très sèchement Macron aux élections européennes, on peut obtenir le fait que ce pouvoir s'en aille et qu'il s'en aille avant qu'il arrive et que son mandat arrive à son terme. J'ai une dernière question, Manuel Bompard. Ce matin, le numéro 1 de Force ouvrière a démissionné après la révélation de fichiers internes qui comportaient des commentaires sur les cadres du syndicat. On est à quelques semaines des grandes réformes dites sociales par Emmanuel Macron. Il y a une tentative de déstabiliser le front syndical qui commençait justement avec Pascal Pavageau. Moi, je crois, on voit bien à Force ouvrière que
Monsieur Maï a été sorti dans des conditions qui étaient des conditions extrêmement fortes de la part des adhérents de Force ouvrière qui n'étaient pas d'accord avec l'orientation qu'il avait donnée à cette organisation syndicale et notamment dans ses liens et son refus de combattre notamment la réforme du Code du travail. Et donc il y avait une organisation syndicale qui se rentrait dans une orientation qui était une orientation plus combative, qui par ce biais-là permettait qu'une intersyndicale plus combative et plus nombreuse existe aussi. Et je crois effectivement que ce qui se produit aujourd'hui à Force ouvrière sont des entreprises de déstabilisation. Je trouve ça regrettable parce que je pense qu'on a besoin d'une intersyndicale, on a besoin d'unité syndicale et on a besoin d'organisations syndicales qui se mobilisent de manière ferme et déterminée. Vous avez dit qu'il y a un calendrier social extrêmement chargé, et notamment la réforme des retraites qui va arriver, même si on ne sait pas tout. Nous, en tout cas, la France Insoumise, on souhaite qu'à cette occasion, il puisse y avoir une unité syndicale et puis qu'il puisse y avoir aussi des frontières syndicales, politiques, associatives, comme on l'a fait au moment de la réforme de la SNCF. On l'a fait sans doute trop tard pour gagner au moment de la réforme de la SNCF. Maintenant, on a ces outils qui existent et j'espère qu'ils vont se mettre en mouvement, être utilisés, parce qu'on a besoin d'une riposte qui va au-delà simplement du champ des organisations syndicales. La question des retraites, c'est une question qui concerne la société dans son ensemble, et donc les organisations politiques, les associations engagées par exemple pour le droit des femmes, parce que je sais que la réforme des retraites par points va pénaliser en particulier les femmes. Voilà, tous celles et ceux qui ont des choses à dire sur cette réforme sont les bienvenus. Je crois qu'on a besoin d'organiser une mobilisation la plus large possible. Merci beaucoup Manuel Bompard de nous avoir reçus.